Bonjour, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Très heureuse de vous retrouver sur ce nouveau plateau. Vous venez de découvrir le nouveau générique. Vous voyez autour de moi ce nouveau plateau. Pour cette émission, chaque soir, la rédaction de 8 Mont Blanc vous accueille en direct dès 18 h pour cette nouvelle émission d'infos et d'actu. Accès Direct, c'est aussi une émission qui vous est ouverte, alors n'hésitez pas à commenter et partager sur les réseaux sociaux. On commence avec le sommaire du jour. Pour cette première, nous vous proposons un entretien avec Patrick Timsit. Le comédien est à découvrir dans un nouveau registre ce mardi soir sur le théâtre de Bonlieu-Seine Nationale. Il porte le texte de l'auteur Albert Cohen, Le livre de ma mère, dans une mise en scène de Dominique Pitoiset. Et puis comme chaque lundi sur 8 Mont Blanc, nous parlerons aussi sport avec Sébastien Germain. Au programme du hockey avec les Chevaliers du Lac et une interview sur ce plateau dans quelques minutes du directeur technique national de la Fédération française de ski, Fabien Saguez. Une chose ne change pas par contre pour cette rentrée, c'est le JT. On vous donne rendez-vous à 18 h 30 avec toi, Pauline, tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas bien sur ce nouveau plateau tous les deux? On est plutôt bien assis, on a tout ce qu'il faut, on a à boire, on a nos nouvelles fiches, on est prêt pour une super saison. On est prêt pour cette saison. Alors Pauline, tout à l'heure dans le JT, on va commencer par prendre de la hauteur. Et oui, on va aller direction la mer de glace, c'est un lieu à protéger. Et comme chaque année, eh bien, il y a l'équipementier La Fuma et le Club Alpin Français, la Compagnie du Mont Blanc, qui lance un grand nettoyage sur cette mer de glace. Exit les touristes qui ne respectent pas l'environnement, on en parle beaucoup en ce moment, surtout avec Nicolas Hulot, avec l'environnement. Et il laisse beaucoup de quantité d'ordures, mais finalement, il y en a de moins en moins. C'est ça qui a été remarqué par les gens, tous ces bénévoles. Il y a 130 bénévoles qui montent pendant tout un week-end. Eh bien, il y a de moins en moins de déchets. Ils sont obligés de monter de plus en plus haut pour aller en chercher. Donc tant une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. 2 tonnes de déchets ont été récoltés. Alors effectivement, ça paraît beaucoup, mais encore une fois, c'est moins que les 3,5 tonnes d'il y a encore quelques années. Nous les avons suivis, ces bénévoles, et François Pirot est allé marcher avec eux. Et puis la Chine à l'honneur à Annecy. Oui, alors vous le savez, Fanette, le cinéma chinois était à l'honneur au Festival du film. Et bien, on terminera le journal avec une immersion dans l'art chinois, mais au musée château d'Annecy. Jusqu'au 2 octobre prochain, il propose de découvrir l'exposition Chine et art en mouvement. Alors c'est entre modernité et tradition. Elle reflète les mutations économiques et culturelles du pays, avec des œuvres et des installations à la portée de tous, pour petits et grands. On vous emmènera donc faire une petite visite à la fin du journal. Donc il faut rester jusqu'au bout, jusqu'à au moins 18 h 45. On restera jusqu'au bout. Et puis toi, Sébastien, les sports d'hiver ont déjà commencé. Voilà. Il faut dire qu'on se caille. Oui. Avec un invité de marque pour cette première d'Accès Direct et l'Instant Sport, la rubrique sport, j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Fabien Saguez, donc tu l'as dit dans le sommaire, directeur technique national. Cette année, il va y avoir beaucoup de choses, notamment au mois de février, les Jeux Olympiques en Corée, donc on a plein de choses à voir avec lui. Eh ben, on a hâte de voir ça. Chaque jour dans Accès Direct, on va aussi vous proposer une revue de presse quotidienne avec la présentatrice du JT. Et donc on commence avec toi, Pauline, avec une info qui fait un peu froid dans le dos. Ça se passe dans les Bauges. Et oui, vous savez, ce week-end, c'est la chasse qui a débuté. Et 4 ânes ont été tués par un chasseur suisse dimanche à Harit, dans les Bauges. C'est en Savoie. On voit ici la dame qui a possédé les ânes posée devant un de ces ânes qui a été tué. Alors l'homme leur aurait tiré dessus à la sortie d'un sous-bois. Quasiment tout le cheptel de cette jeune entreprise de promenade avec les ânes a été décimée. La propriétaire parle d'un assassinat sur sa page Facebook où elle a posté une vidéo de ces animaux. Le chasseur suisse a tiré sur tous les ânes, probablement alors qu'il sortait d'un sous-bois, écrit Sandrine, et qu'il se servait de balles d'un énorme calibre. Alors d'après elle, le chasseur suisse était officiellement venu dans les Bauges pour chasser le cerf, mais avec ces balles, on peut se poser la question. Son frère s'est présenté auprès de la propriétaire des animaux pour s'excuser, mais pas le chasseur lui-même, sans expliquer bien les raisons de son geste. Les ânes vivaient dans les champs à Harit, je vous le disais, et loués par leur propriétaire qui n'habitait pas sur place, donc du coup qui n'a pas pu entendre les coups de feu. Elle veut savoir ce qui s'est passé précisément. Elle avait rendez-vous aujourd'hui avec les gendarmes pour avoir des explications, et donc on espère qu'il y aura quelques explications parce que effectivement c'est dommage pour cette entreprise qui était une petite entreprise. On peut dire qu'en plus les cerfs ressemblent vraiment à des ânes. C'est ça, c'est assez étonnant. Il manque quelque chose, oui. Et puis une jolie opération. Oui, c'est un drôle de convoi. C'est un drôle de convoi humanitaire qui est parti d'Annecy en ce lundi en début de matinée. 7 vélos et une camionnette qui ont pris la route direction
l'Ukraine. Alors sur les vélos, 7 moniteurs de ski de Haute-Savoie qui emportent avec eux des dizaines d'anoraks, même s'il fait froid chez nous et qu'a priori on en aurait aussi besoin. Ils seront distribués aux populations sur place, donc en Ukraine, des cartons par dizaines dans une camionnette et à l'intérieur un vrai trésor qui devrait rendre bien des services. Au total, ce sont 220 kilos de vestes chaudes récupérées dans une dizaine d'écoles de ski de Haute-Savoie. Ils vont parcourir 2200 km depuis Annecy jusqu'à Lviv en Ukraine. Leur périple devrait durer 30 jours, mais eux, ça devrait les réchauffer en tout cas. Bon, on suivra ça de près. Et alors, toi, Fanny, on va parler aussi un petit peu de froid, puisqu'on va parler quand même de la fonte des glaciers. Voilà, c'est effectivement à lire sur le site web de Sciences et Vie. Des scientifiques grenoblois tirent la sonnette d'alarme. Les glaciers des Alpes françaises sont malmenés par le réchauffement climatique. Ils fondent 3 fois plus vite depuis 2003. C'est en tout cas le constat de leur étude pour le moment. Elle est réalisée par le laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement de Grenoble. Ils sont en train de faire un inventaire en fait sur l'ensemble des Alpes européennes. Au total, la perte de superficie s'élèverait à 25% sur 12 ans. Si l'on entre un peu dans le détail, les glaciers du massif du Mont-Blanc sont ceux qui résistent le mieux à cette érosion. Et ceux qui sont le plus touchés, ce sont ceux de la Vanoise. Et on le rappelle, le Mont Blanc a perdu 1 centimètre. 1 centimètre, oui, Sébastien, tu y étais la semaine dernière. Et donc on parle toujours un petit peu chaleur avec 5 dossiers qui sont très chauds du côté de la Suisse apparemment. Voilà, le groupement transfrontalier européen a fait sa rentrée, comme nous aujourd'hui. Elle s'annonce chargée, avec, vous le voyez sur cet article de la Tribune de Genève, elle s'annonce chargée avec 5 dossiers chauds parmi les interrogations de l'association, la préférence cantonale pour les travailleurs, l'assurance maladie ou encore les transports. On va pouvoir poser toutes nos questions demain à Michel Chara, que l'on voit là en photo, qui est le président du groupement transfrontalier européen, puisqu'il sera sur ce plateau. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser ou des inquiétudes à relever, n'hésitez pas à nous les faire relayer sur notre page Facebook ou sur Twitter, et comme ça, on pourra lui poser toutes ces questions. Merci Pauline. Merci. Je te laisse finir. Il te reste 20 petites minutes pour terminer tes textes. On reste dans l'actu avec l'image du jour. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans le JT sur 8 Mont-Blanc. La situation des réfugiés à Chambéry ne cesse d'inquiéter et d'interroger aussi. Vous voyez là quelques images d'Olivia à Boisson. Une 50aine de réfugiés s'est installée aujourd'hui dans le camp de Mérande. C'est 2 fois plus qu'au mois d'août lors de son installation. Le collectif Tous Migrants a aussi installé d'autres familles sur un terrain privé à Bassin, mais il a été démantelé en fin de semaine dernière. L'association dénonce l'impuissance des pouvoirs publics, mais salue la solidarité spontanée de nombreux Chambériens. On va évidemment faire un point régulièrement sur la situation sur l'antenne. Sachez en tout cas que le collectif Tous Migrants 73 recherche un terrain éventuellement mis à disposition par des propriétaires volontaires pour pouvoir accueillir ces réfugiés. Il y a notamment pas mal de mineurs isolés. Alors je vous le disais en sommaire, l'invité du jour est le comédien Patrick Timsit. Il sera sur la scène de Bonlieu à Annecy mardi, mercredi et jeudi pour porter un texte qu'il a en tête depuis 30 ans, Le livre de ma mère d'Albert Cohen. Il est mis en scène par Dominique Pitoiset. Les Annéciens connaissent bien le metteur en scène puisqu'il est artiste associé. C'est lui qui avait accompagné Philippe Torreton dans Arthur Rouy l'année dernière. Et à l'heure où je vous parle, donc là il est 18h et quelques, Patrick Timsit est sur scène à Bonlieu pour le dernier filage. J'ai pu le rencontrer il y a quelques jours pour enregistrer cet entretien. Il est notre invité du jour et ensuite on parle sport avec toi, Sébastien. J'ai le plaisir d'être avec Patrick Timsit, que l'on retrouvera demain, mardi 19, sur la grande scène du théâtre de Bonlieu pour l'ouverture de saison dans Le livre de ma mère, un texte d'Albert Cohen, mis en scène par Dominique Pitoiset. Bonjour. Bonjour. C'est un livre que vous avez lu il y a 30 ans et depuis, il ne vous a plus quitté. Oui, il m'a plus quitté. Alors, je l'ai pas lu tous les jours pendant 30 ans, mais c'est vrai que même, vous savez, c'est comme parfois on a l'impression qu'on bosse pas ou qu'on ne voit pas les gens, et c'est pas pour ça qu'on n'y pense pas. J'ai vécu avec peut-être ce rendez-vous que j'avais avec ce bouquin et la scène, parce que c'est ça, c'est aussi ce projet comme ça où c'est rare de prendre un bouquin, de le découper, de surligner. J'ai tout un bouquin que j'avais retrouvé où vraiment il est entièrement avec du stabilo-boss rose, du stabilo-boss vert, jaune, une lettre de demande d'autorisation pour la veuve d'Albert Cohen. Déjà il y a 30 ans, c'est un vrai projet intime. Et donc le déclic, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
vous êtes sur scène L'âge. pour le jouer. L'âge, Je il a suis fallu vieux. une certaine maturité pour Ouais. l'incarner, ce texte. D'autres auraient pu le faire à 30 ans, mais moi, comme je suis un gamin, ça me prend plus longtemps, quoi. Voilà. Mais oui, je crois que... Non, quand je dis la maturité, c'est vraiment, justement, oser ne rien faire. Avoir un ego à peu près réglé, être dans ses marques, mais ses marques, les marques dans sa tête, quoi. Voilà, une bonne assise. Et ça, peut-être qu'effectivement, il faut un peu de... faut avoir... peut-être un petit peu, enfin pour moi en tout cas, ça m'a pris du temps. Voilà, puis je crois que je digère comme un boa. J'ai besoin de temps, mais c'est valable aussi pour mes spectacles. Je suis très long à écrire, je répète beaucoup, alors je pratique autrement quand c'est du stand-up, c'est tant mieux. C'est une expérience différente avec un plaisir commun. Puis c'est une rencontre aussi avec le metteur en scène Dominique Pitoiset, que les Annéciens, que le public de Bonlieu connaît bien. Vous êtes tous les deux dans des univers très différents et ce spectacle-là, il va provoquer un petit peu vos univers respectifs. Ouais. Mais c'est quand même du cyclisme. C'est-à-dire qu'il est, lui, dans le... Si vous voulez, allez, on va lui accorder le vélodrome, et puis moi, peut-être le tout-terrain. Mais malgré tout, on parle vélo, on parle bicyclette. C'est ce qui est formidable. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai croisé aussi, ou joué aussi avec des acteurs qui viennent d'univers différents, qui viennent du conservatoire, qui viennent de la comédie française, et vous apercevrez qu'il y a quand même un langage commun. Alors c'est peut-être pas les mêmes mots, c'est peut-être pas la même approche, il y a peut-être même ça se flaire un petit peu, ce fameux public et privé, quoi. Et c'est formidable quand l'humain bouscule les choses. Et Dominique Pitoiset, il bouscule les choses. Il se laisse pas dicter son comportement. Et c'est pour ça qu'on se rencontre, et c'est pour ça qu'il a osé aussi rentrer dans cette aventure avec le bien et effectivement les critiques qui peuvent aller de soi, mais franchement qui ont moins d'importance que le rendez-vous en lui-même, quoi. Voilà, on a peut-être moins besoin d'exister pour je dirais pour l'image. Voilà, peut-être qu'à un moment, ça fait partie de nos parcours et que c'est idéal rendez-vous d'hommes, j'allais dire, sans sexisme, mais voilà, de deux univers qui finalement parlent de la même chose. Cet univers, justement, on vous connaît dans un autre registre. Cet univers-là, comment vous l'appréhendez par rapport au public, où il y a beaucoup d'émotions, c'est un texte très intime. Comment vous allez partager ça avec le public? J'ai peut-être la seule petite chose que j'aurais comme ça d'appréhension, comme vous dites, c'est vrai, qui n'est pas du stress, qui n'est pas de la tension, qui est une réponse à une question que je vais poser. J'espère que les gens ne pensent pas qu'ils vont souffrir. Parce qu'on n'est pas là pour faire souffrir. Je ne suis pas dans une salle, vous voyez, de se dire, oh là là, allez voir ça. D'ailleurs, Dominique Pitoiset a dit que ça marchait parce que, j'ai la citation, vous étiez un être résolument positif. Oui, alors, ce qui ne veut pas dire optimiste. J'ai bien aimé qu'ils disent positif. Quand vous êtes positif, vous réagissez vis-à-vis de faits. Quand vous êtes optimiste, moi les optimistes, je sais pas, franchement, ça ne me passionne pas tellement. Ouais. Optimiste, la méthode Coué, tout ça, ça ne me parle pas. C'est pas des choses. En revanche, tout d'un coup, se dire, voilà, il y a une situation où est le bien. Le mal, on l'a vu. L'épreuve douloureuse, on l'a vu. Maintenant, où est le bien? Alors voilà, alors peut-être que ça va être le positif. Mais c'est un réflexe chez moi. Je veux vivre. Voilà, je ne suis pas dans la survie, je ne suis pas dans la souffrance. Je veux vivre. J'ai peut-être la maturité aujourd'hui de parler, d'oser rentrer dans l'intimité. En fait, je réfléchis, c'est les premières interviews qu'on fait, mais si je dois en parler comme ça, simplement, ça serait ça. C'est oser être moi, oser être intime. Et Dominique Pitoiset, pourquoi c'est la magnifique rencontre, c'est qu'il a été cherché chez moi. C'est pas, lui, il a un ego super en place. Il a la chance de faire des mises en scène d'opéra, donc il s'en fout, lui, il n'est pas là pour démontrer ou pour exister. Il existe, puisqu'on est là. On va rire ou pleurer demain à Bonlieu? Ben écoutez, franchement, moi je n'ai pas envie de prévoir ça. Moi-même, je ne sais pas si je vais rire ou pleurer.
Vous voyez, tout est prévu. J'ai même, honnêtement, j'ai même un petit SOS, un petit SOS de prévu. Quand vous parlez d'improvisation, c'est comme le but du jeu, c'est pas d'être débordé par l'émotion. Si ça arrivait, c'est arrivé un peu de temps en temps en répétition, même le dur Dominique Pitoisé, qui est absolument doux comme un être généreux. Ça peut arriver, ce sont des sujets comme ça, mais alors ce qui est très drôle, c'est que ça arrive jamais sur des moments où le texte est violent, fort, dur, dramatique, noir, sombre, tout ce que vous voulez, mais sur des anecdotes du quotidien. Non, il a un vocabulaire différent de moi et tout ça, Albert Cohen, mais il arrive de Corfou, j'arrive d'Algérie, je peux comprendre cette mère aimante qui déborde comme ça d'amour, et là tout d'un coup j'ai envie de partager ça avec les gens en leur disant oui, il a des remords, il peut avoir le remords comme ça de ne pas en avoir fait assez, mais elle n'en voulait pas plus. Vous voyez, il faut bien expliquer aux gens ça, il faut bien comprendre que ça lui suffit. Mais surtout, les 2 derniers paragraphes. Et d'ailleurs, on s'est permis de déplacer un paragraphe parce qu'après le dernier, on n'a plus rien à dire, qui est « Louange à vous, mère de tous les pays, mère de toute la terre, nos dames les mères ». Ça s'adresse, c'est un hommage. Et j'ai ma mère qui est vivante. Donc c'est formidable. Moi, je lui dis, il ne faut pas Elle l'a vu ? voir le spectacle. Non, elle n'a pas vu. Elle me dit qu'elle doit le voir parce qu'elle est vivante. Moi, je veux conseiller de ne pas le voir. Mais en tout cas, je ne veux pas le savoir quand elle sera là. Mais c'est vrai que c'est formidable de pouvoir un jour remercier et en public les femmes pour ce qu'elles sont et quand elles sont mamans. Voilà. Et donc, de le faire simplement. Donc, il est là, ce texte. Il n'y a pas eu besoin de l'écrire. C'est un des derniers paragraphes. Chez nous, c'est le dernier. Quand je dis chez nous, c'est, vous voyez, dans le spectacle. Et l'avant-dernier, c'est juste une petite piqûre de rappel aux fils des mères encore vivantes, pour dire, voilà, j'ose vous dire ça, parce que moi, j'ai plus la mienne. Si tout d'un coup, vous lui passez un coup de fil ce soir en sortant du théâtre, bah, moi, j'ai pas fait ça pour rien. C'est la dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain ? La dernière ligne droite, elle va faire 30 ans. 30 ans, 30 ans vous encore. allez me souhaiter quelque chose, c'est de progresser. Voilà, et humainement. Et si je progresse humainement, le spectacle progressera. Merci beaucoup. Merci. Patrick Timsit, donc, que vous pouvez retrouver sur la scène de Bonlieu demain mardi, mercredi, jeudi. Il reste encore quelques places pour le livre de ma mère. Il est 18h18, on passe au sport avec toi, Seb. Fabien Saguez, le directeur technique national de la Fédération française de ski, nous a rejoint. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'enjeu est de taille cette année, Sébastien, pour les équipes de France de ski avec les Jeux de Pyeongchang. Effectivement, ça va être les Jeux olympiques de Pyeongchang en février prochain. Fabien Saquez, avant toute chose, pour ceux qui ne savent pas, quelle est la mission d'un directeur technique national ? C'est une mission très large. Si on devait énumérer tout ce qui est dans le champ de ma lettre de mission, comme on dit, on s'y perdrait un peu. Mais globalement, la mission principale, c'est de mener les équipes de France tous les 4 ans vers cet objectif olympique qui est le vrai fil rouge. Et puis ensuite, d'organiser toute la filière sportive et de détection au haut niveau. Forcément, la saison qui a déjà démarré, on le rappelle, avec du snowboard cross et en halfpipe, elle s'annonce particulièrement excitante avec, on l'a dit, les Jeux olympiques en Corée du Sud. C'est le point d'orgue. C'est vraiment le point d'orgue des 4 ans, parfois pour les athlètes ou l'encadrement, le point d'orgue d'une vie, soit professionnelle, soit d'un parcours de skieur professionnel, avec son lot de stress, d'excitation qu'il peut y avoir tous les 4 ans, avec des saisons qui sont totalement particulières, avec des choses qui se passent qui ne sont pas communes, difficilement explicables des fois, explicables d'autres fois, que ce soit dans la victoire ou dans les défaites. Donc c'est ces sentiments mêlés qui vont rythmer tous les mois qui arrivent, qui sont devant nous jusqu'en février prochain. Alors on sait à peu près ce que représentent les Jeux pour les athlètes, mais pour les dirigeants, qu'est-ce que c'est les Jeux ? C'est exactement le même stress, c'est exactement le même investissement dans la préparation à cet événement. C'est en revanche beaucoup de recul, beaucoup de lucidité, et puis toujours se rappeler que les expériences passées nous ont servi à construire cet objectif, et toujours se rappeler qu'on est au service de ces jeunes. Je dis ces jeunes parce qu'il n'y en a pratiquement pas qui sont âgés
de mon âge en tout cas, ou de notre âge, mais ils vont jouer leur avenir et puis à la fois on va les accompagner pour qu'ils aient une belle vie future. Alors vous êtes en poste depuis 2006, donc vous avez déjà vécu des Jeux Olympiques en tant que DTN. Est-ce qu'il y a toujours la même émotion, l'envie? C'est en tant que DTN et en tant qu'entraîneur, j'en ai vécu un certain nombre. Oui, je dirais que c'est une émotion qui ne se répète pas, en fait, c'est toujours une nouvelle émotion. C'est pour ça qu'on fait face toujours à une part d'inconnu, malgré l'expérience, malgré tout ce qu'on a déjà vécu. C'est toujours quelque chose de nouveau, c'est pour ça que c'est à la fois excitant et à la fois angoissant. Eh ben, écoutez, un homme qui est impatient justement en ce début de saison. Sébastien, tu as rencontré Simon Fourcade, le biathlète, la semaine dernière. On l'écoute. Coupe du Monde au Grand Bornand et les Jeux, c'est vrai qu'on va connaître notre lot de gros événements sur cette saison 2017-2018. La préparation a été bonne pour tout le monde, je pense. Je pense que l'équipe est prête à performer. Maintenant, voilà, il y a 2 gros événements qui s'annoncent, qu'il ne faudra pas rater. On aura déjà une bonne mise en bouche, je pense, avec le Grand Bornand qui affiche quasiment sold out sur toute la semaine, avec énormément de supporters qui veulent venir voir cette épreuve et nous soutenir sur le Grand Bornand. Merci à eux. Et puis avec l'événement majeur de cet hiver et les Jeux Olympiques en Corée. La préparation s'est plutôt bien passée. On entame cette dernière phase avec beaucoup d'envie et d'ambition. Là, il y a les jambes qui commencent un petit peu à crépiter. On a vraiment envie de remettre tous, l'ensemble de l'équipe et moi également, envie de remettre les dossards. Fabien, vous qui côtoyez les athlètes, est-ce que vous commencez à sentir déjà chez eux une certaine excitation ou alors c'est encore trop tôt? Toujours par rapport à ces Jeux Olympiques? Non, c'est exactement ça. C'est monter en puissance crescendo au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça se comptait en mois. Bientôt, ça se comptera en jours. Le temps court très vite, vous le savez, quand on est très actif, quand on court après un objectif, quand on s'est fixé un certain nombre d'objectifs intermédiaires. Simon en parlait, il parle de la Coupe du Monde du Grand Bornand qui sera un des passages de l'hiver. Ça va très vite, donc oui, effectivement, c'est une sorte de montée en puissance. Le niveau de stress ou le niveau d'excitation est en train de monter, on le sent très clairement dans toutes les équipes. Alors vous êtes en charge de 7 disciplines olympiques. Comment est-ce qu'on fait pour être présent sur tous les terrains, qui plus est, dans une année olympique? On ne peut pas. Déjà, la première chose, c'est qu'on n'est pas indispensable. Déjà, il faut être très clair. En revanche, moi, je suis réellement au service des équipes, donc j'essaye de rythmer mon temps au fil des besoins, déjà, pour commencer, parce que dans le sport de haut niveau, on voit très souvent des périodes qui sont des périodes soit un peu plus difficiles, soit des périodes plutôt fastes. Et puis des passages obligatoires, la Coupe du Monde de Grand Bornand, comme l'a cité Simon Fourcade, mais en même temps toutes les épreuves de Coupe du Monde qui vont avoir lieu en France en décembre, c'est un peu notre mois. Il y en a d'autres qui se passent en janvier. Et tout ça va rythmer mon calendrier pour essayer de voir l'ensemble des athlètes et de l'encadrement avant d'arriver sur le lieu de Pyeongchang aux Jeux Olympiques. Les équipes de France restent sur 2 très grosses saisons, notamment au niveau du sagazomètre, instauré par nos confrères du Dauphiné Libéré. Est-ce que vous avez le sentiment que les regards ont changé sur les sportifs français? Je pense que tout le monde a compris que le niveau de performance avait énormément monté. C'est ce qui donne une certaine sérénité. Pour autant, ça crée une difficulté, il ne faut pas faire d'excès de confiance. Les 2 saisons qu'on vient de réaliser étaient exceptionnelles quand on regarde le nombre de podiums ou de médailles réalisées. En revanche, ça ne suffit pas à dire qu'on va réussir nos Jeux. Donc, c'est la perpétuelle remise en question en gardant bien les expériences du passé et tout le côté positif qu'on peut avoir emmagasiné et qu'il faut garder avec nous pour être sûr de nous au moment où on va aller sur ces événements phares des Jeux Olympiques. Donc, je crois que c'est un peu l'enseignement qu'il faut tirer. On n'est jamais autant en danger que quand on sort de 2 saisons comme celle-là. Et en même temps, on sait aussi qu'on a une certaine part de confiance. Il y a des choses qui sont totalement acquises. On va rester dans les sports d'hiver puisque Sébastien, tu étais à la patinoire Jean-Régis d'Annecy ce week-end avec la reprise du championnat de D1. On parle de hockey. 5 mois après leur triomphe en finale de Division 2, les Chevaliers du Lac d'Annecy retrouvaient avec envie la glace ce samedi. Et pour cette première journée de championnat, les Annéciens recevaient les Remparts de Tours
une des grosses cylindrées de Division 1. Comme un symbole, c'est Benjamin Arnaud, le capitaine au Savoyard, qui ouvre la marque après seulement 5 minutes de jeu. Bien lancé par Romas, le numéro 24 marque de loin. Piqués au vif, les Tourangeaux reprennent le contrôle du jeu et ne mettent que 6 minutes pour revenir à égalité grâce à Dominique Gabage. Score après le premier tiers-temps, un but partout. Bien inspirés, les Chevaliers du Lac vont avoir la très bonne idée de marquer très rapidement en deuxième période. Au bout de 39 secondes, Benjamin Arnaud s'offre un doublé et Annecy mène 2-1. Les Chevaliers du Lac vont alors avoir plusieurs occasions de faire le break, sans réussite. Dans le troisième et dernier tiers-temps, les duels sont de plus en plus musclés. Résultat, les pénalités et les infériorités numériques se succèdent. Les Tourangeaux pressent, mais Annecy est héroïque en défense, à l'image du nouveau gardien croate, Mate Tomljenovic. Score final, 2-1 pour Annecy. On ne s'attendait pas forcément à rivaliser avec eux, c'est une grosse équipe. Nous, gagner, c'était l'essentiel. On a souffert, comme on souffrira à tous les matchs, mais voilà, comme l'an dernier, on va y aller avec le cœur et puis on verra où ça nous mène. C'était honnêtement un petit peu l'inconnu, la D1, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais voilà, on a fait de bonnes préparations, on était contents des gars. Et ce soir, même si voilà, on a pêché sur 2-3 situations, notamment en powerplay, mais on est vraiment contents et on voit aussi qu'il y a une belle marge de progression. Première réussite pour les Hauts-Savoyards en Division 1 avec cette victoire très importante. On notera également la bonne performance des recrues. On recrute des joueurs qui nous correspondent à la fois sur le jeu et sur l'état d'esprit. Voilà, on n'a pas forcément les plus gros moyens, donc après si les gars adhèrent, on sait qu'ils font ça pour l'amour du jeu, on va dire, et c'est pas l'argent qui les nourrit. Donc les gars, s'ils tirent tous dans le même sens, il n'y a pas de souci. Prochain match pour les Chevaliers du Lac ce samedi à Cholet, qui a aussi remporté son premier match de la saison. Fabien, je me lance. Peut-être une question qu'on vous a déjà posée. Est-ce que la Fédération française de ski s'est fixé un objectif de médaille pour Pyeongchang? Oui, il n'y a rien de nouveau. En fait, c'est pas, vous avez bien fait de vous lancer parce qu'il y a 4 ans, quand on est sorti de Sochi, on a fait l'état des lieux de nos effectifs, de nos forces en présence, des jeunes générations qui arrivaient. Aujourd'hui, on est sur globalement un peu plus d'une vingtaine de médailles mondiales chaque année. Donc l'objectif sera de 20 médailles aux Jeux Olympiques, ce qui est un objectif extrêmement élevé, ambitieux. Mais je pense qu'il faut qu'il le soit, en tout cas on le pense tous. Et puis au moins un tiers en or, parce que c'est un petit peu... la campagne de Sochi avait été une très bonne campagne. On rappelle 15 médailles, mais 4 en or. Exactement, et une première semaine un peu poussive. Il faut qu'on corrige certaines erreurs qu'on a faites lors des Jeux Olympiques de Sochi. Mais en tout cas, c'est à peu près sur ces 20 médailles qu'on porte notre objectif. En tout cas, c'est pour faire cet objectif qu'on ira aux Jeux de Pyeongchang. Un petit mot sur le site. Vous êtes déjà rendu plusieurs fois en Corée du Sud? 5 fois. C'est toujours... on entend beaucoup de choses sur Pyeongchang. Non, les sites techniques, tout ce qui va concerner les athlètes est bien organisé. Ça sera en chaîne courte, un peu moins court qu'à Sochi, qui était très très compact, très dense pour nous. Pas de problème de ce côté-là. Après, vous le savez, avec la culture asiatique, il faut prendre un peu plus de temps dans la communication. Il y a des choses qu'on a du mal à régler. On a fait passer un certain nombre de messages aux fédérations internationales. Et puis on ira sûrement une dernière fois, courant d'automne, sur la Corée pour essayer de régler nos derniers petits détails. Mais nous, on est assez bien organisés et on est surtout très très bien soutenus par le comité olympique français. Ces messages, ils portent sur quoi aux fédérations internationales? Sur le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, on ne sait pas la manière dont la restauration va être organisée sur les sites pour les athlètes, l'encadrement. Il y a tout un tas de zones d'ombre qui sont inhérentes à la complexité de l'organisation des Jeux. Donc, on fait passer des messages par les fédérations internationales qui, elles, ont accès direct au comité international olympique et à l'organisateur qu'on appelle le POCOG. C'est une abréviation, mais globalement, il y a des choses qui sont en train de bouger en ce moment et je suis sûr que tous les feux seront ouverts. Quelques images de golf. J'avais une petite question, je pensais que tu allais la poser. Pyeongchang 2018, on a forcément beaucoup petite pensée pour Annecy 2018. Ça aurait pu être Annecy, ces Jeux. En tout cas, voilà, c'était une volonté. Il y a un petit pincement au cœur particulier pour les Français sur ces Olympiades 2018? Notamment avec Paris qui vient de les avoir. Est-ce qu'il n'y a pas Fanette, un peu de regret? Je ne sais pas s'il faut avoir des regrets. C'est des dossiers déjà qui nous dépassent un peu. Il faut quand même être très clair. Quand on parle du comité international olympique, on est sur les plus grands États de la planète et des discussions qui ne se font pas à notre niveau. Il faut être concret avec ça. En revanche, si je pense que pour 2018, c'était complexe d'avoir les Jeux, je pense que c'était une vraie chance en 2022
ça n'engage que moi de dire ça. On a souvent un petit peu de mal à pouvoir s'engager sur 2 à 3 candidatures. Pyeongchang a été 3 fois candidat avant d'obtenir les Jeux. Ils ont finalement les Jeux en 2018. C'est vrai que concernant les Jeux d'hiver, on aurait adoré vivre ce que toute une génération a vécu à Albertville en 92. Ça arrivera un jour, j'en suis intimement persuadé. Pour l'instant, c'est le tour de l'Asie, puisque ça sera Pékin en 2022. Paris a obtenu les Jeux, et ça, c'est une très grande nouvelle pour le sport français. Je pense qu'il faut être totalement positif à l'idée que les Jeux d'été se passeront en France. Ça va de toute façon permettre au sport français de se structurer de manière très performante, avec des moyens. Et puis dans un autre temps, plus tard, quand moi je serai vieux, il y aura des Jeux en France pour les Jeux d'hiver. Et puis je regarderai ça à la télé avec plaisir. Vous êtes intimement convaincu qu'on reverra les Jeux d'hiver en France dans les années à venir? Je suis quasi persuadé que le CIO a une orientation aujourd'hui qui semble un peu plus à échelle des Jeux d'été et des villes qui peuvent être candidats. Les signaux négatifs d'Oslo, de Munich, ces derniers temps qui n'ont finalement pas été candidats, je pense qu'on va retrouver quelque chose de plus à proximité, de plus adapté dans le monde dans lequel on vit. Merci beaucoup Fabien Saguez. Merci On rappelle les dates des Jeux Olympiques? Du 9 au 26 février. Bon, on va surveiller ça de près, Sébastien, je suis sûr que vous allez être au taquet. Quelques images de golf pour terminer. Oui, avec l'Evian Championship qui s'est terminé ce dimanche sous des trompes d'eau avec la victoire de la Suédoise Anna Nordqvist, la Suédoise qui a battu en play-off l'Américaine Brittany Altomare. Il s'agit là du 2e succès en Grand Chelem pour la 13e joueuse mondiale. Super performance donc pour Anna Nordqvist, du coup de ses 30 ans. Côté français, Johanna Claten se classe 40e et Karine Hicher est 70e. Merci beaucoup Sébastien. Merci, merci d'avoir Merci inauguré le plateau beaucoup. d'Accès Direct, Fabien Saguez. Un grand merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour préparer cette nouvelle émission. N'hésitez pas à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Cette émission, elle est aussi pour vous. C'était Accès Direct, on se retrouve demain. Tout de suite, c'est le JT. Il est 18h32, donc on retrouve Pauline pour le JT. Ensuite, la météo de Thierry Paul. Passez une très belle soirée.